J'ai une vision entrepreneuriale du freelance, c'est-à-dire qu'il a une boîte à gérer. Et une boîte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui résout un problème, qui accompagne son client d'un point A à un point B. Aujourd'hui, Uber, c'est devenu commun. Il faut quand même être complètement conscient que derrière, c'est des indépendants. Et donc, forcément, évolution de forme de travail, évolution des formes de salaire. Si là, tu me payes 5 000 € et que je t'amène une mallette de 60 000, est-ce que tu me donnes la mallette des 5 000 tout de suite? Bah oui, forcément. Mon enjeu à moi, c'est comment je peux t'amener la mallette des 60 000 demain. Il faut faire preuve de visibilité, préparer ses offres packagées, réfléchir en mode compétitivité, productivité. Qu'est-ce que je vais apporter que d'autres n'apportent pas forcément? Et là, c'est reparti, c'est le Future of Work. On a la chance aujourd'hui d'être à Bordeaux. On a pu accueillir avec le podcast Corentin. Corentin Caillou, merci d'être présent avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va te laisser te présenter. Bah écoute, j'ai un accompagnement, je viens du Growth, donc du Growth US, je suis pro de fac à côté. J'ai un accompagnement du coup qui accompagne les freelances à la base du 0 à 5 000 et j'ai un deuxième accompagnement où là on se positionne plus comme du consulting, on accompagne les agences du coup en croissance d'entreprise toujours de 10 à 50, 60 000 € par mois. On a les plus grosses agences qu'on accompagne sont entre 70 et 80 000. Voilà un peu pour te situer. Moi, comme je te disais, je viens du Gloss à la base. Super J'ai intéressant. longtemps été dedans Ouais. et j'ai décidé de lancer l'accompagnement après être prof de fac. J'ai adoré tu vois, enseigner, partager. Du coup, je me suis dit pourquoi pas implémenter les strates de Gloss dans les freelances. On a lancé cette boîte il y a 8-9 mois. À la base, c'était juste pour tester. Ça fait ces petits 10 000, 15 000 € par mois facilement. Et du coup, après, on a décidé de vraiment faire du growth et on a fait du 10 à 150 000 en 6 mois. Donc, on stagne entre 140 150 000 € par mois en ce moment même. Magnifique, franchement, super belle performance. Je vais quand même revenir moi sur quelque chose qui m'a marqué quand on a commencé à se parler tout à l'heure, c'est le growth hacking. Yes. Comment t'es tombé dedans? Ouais, c'est un concours de circonstances. Je suis étudiant Oui. en école de co. Ça se passe bien, mais comme toutes les écoles de co, tu as beaucoup de temps libre et pas beaucoup de cours. Je vois par l'intermédiaire d'un proche un job pour gérer les médias de cette personne-là. Du coup, je rentre dans cette boîte. Je me dis pourquoi pas. À la base, c'est juste pour gérer les médias. Et ça marche bien. Et il n'y avait personne dans le market. Donc, du coup, je commence à prendre, c'était une prépa. Je commence à prendre le pôle marketing. Et là, je commence à voir, OK, comment je peux faire exploser cette boîte réellement, quoi, avec un vrai impact. Et là, je découvre, du coup, moi, quand je me renseignais, je pars souvent aux US et je découvre le vrai growth où du coup, je trouve des stratégies, des mises en place, des funnels, des hacks que j'ai pu réitérer sur le marché français. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, que je suis tombé amoureux de cette dopamine constante d'aller chercher plus de chiffres plus vite, plus rapidement, là où personne s'y attend. Mais en plus, c'est les belles années, parce que si je me trompe, Ouais, cette époque-là, c'est 2018, 2019. ouais, c'est ça, c'est le tout Le début. tout Sur le début marché du français, growth. on était 2-3, quoi. Ouais, c'est tout début du growth. Et en fait, on était dans cette espèce d'émulation où on découvrait le growth hacking et tout le monde voulait en faire. On ne comprenait pas bien le système, les mécanismes. Et en fait, on essayait de s'adosser à ça pour essayer d'accélérer nos business. Donc, c'est dans ça que toi, t'es tombé. Ouais, c'est clairement dans ça. Ce que j'ai aimé dans le growth, c'est cette dopamine d'aller chercher là où personne va chercher, mais aussi cette faculté à... Moi, je viens d'un milieu où j'ai un papa médecin et du coup, je viens du milieu où j'adore la psychologie humaine. Et du coup, allier ma passion pour tout ce qui est psychologie humaine, Biais cognitif. ouais, trigger, biais cognitifs, Ouais, et growth pure tech, ça fait des chocs à pic après, tu vois. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc là, en fait, t'es encore dans ça. Ouais, j'ai jamais quitté ça. Ouais, en Sauf que vrai. maintenant, je l'ai réadapté pour que puisse se mêler à plus de gens. Pourquoi les freelances? Pourquoi les freelances? C'est un marché qui est dur, honnêtement. Tout le monde pense pouvoir se lancer et réussir. Et c'est vrai, je pense que tout le monde peut faire ses 4-5 000 € par mois. C'est un marché qui est dur sur le fait, alors encore plus maintenant, mais sur le fait que tu connais rien et tu as l'impression d'être comme un salarié qui se lance et de juste trouver une entreprise et c'est bon. Et du coup, j'avais plein de potes ou de connaissances qui me disent, mais comment tu as fait pour avoir des clients freelance? Moi, je tournais en free, je tournais entre 100 et 150 000 € par an à peu près. Et du coup, ils me demandaient de poser plein de questions. Et ouais, en étant prof à la fac, j'ai adoré enseigner. Et je me suis dit, je peux les aider eux, je sais faire, je l'ai déjà fait. Et j'aime pas faire quelque chose que je n'ai pas fait pour moi-même, Mhm. enfin enseigner quelque chose que je n'ai jamais fait pour moi. Donc du coup, j'ai accompagné ces personnes-là
Et bah là, le marché a tout de suite pris parce que c'est des techniques qu'on ne voit pas ailleurs. Parce que je prends le milieu très corpo, Oui, avec très bien accompagné, très bien brandé, et oui. je prends le milieu très pirate, très J'aime gosse bien ce mot-là, pur, pirate. technique, et je mets les deux ensemble. Et cet intermédiaire de marché-là, bah, c'est ce qui fait que je peux adresser tout le monde Mhm. sans être vu comme de faire des choses illégales ou des choses comme ça, qui est très réprimandé sur les personnes qui sont offshore ou quoi. Et je peux avoir par contre leur stratégie de croissance et leur vraie croissance et leur vrai impact sur les personnes que j'accompagne. En plus, je vois que tu fais pas mal de transmission quand même. Moi, Ouais. j'ai découvert tes contenus il y a peu. C'est en fait quand j'ai su qu'on avait l'honneur de pouvoir t'accueillir dans notre podcast. J'ai regardé tes contenus. Il y a énormément de transmission. Ouais. Vraiment, vraiment, je crois que en fait, ta valeur que tu apportes, c'est à ce niveau-là. Donc, il faut aller les suivre quand même parce que je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant. C'est la transmission que tu apportes, la valeur que tu apportes. Et c'est surtout toujours en quick win. Ouais, je suis très nul pour avoir du mindset et des choses comme ça parce que j'ai jamais eu de problème là-dessus moi Ouais. et parce que je m'amuse. Moi, ma vie est un jeu actuellement où genre juste j'ouvre mon ordi, je suis là pour kiffer. Mhm. Donc j'ai pas de problème de mindset ou quoi. Je pense qu'il y a des gens, il y a des freelances qui ont besoin d'avoir, je mets des guillemets, mais un gourou et quelqu'un qui les entraîne dans une mission, machin truc. C'est pas du tout mon cas. Moi, je le dis quand quelqu'un veut se faire accompagner par moi, je dis, moi, je serais pas bon pour te motiver, je Ouais. serais pas bon pour t'inspirer. Je suis juste là pour te faire exploser. Si tu es prêt à bosser et à y aller, genre, je suis la bonne personne et il y a personne qui fait ça sur le marché à part moi. Mais c'est pas fait pour tout le monde et je suis très honnête avec ça. Et mon contenu va là-dedans parce que je peux pas, je vais pas faire le gourou dans mon contenu parce que déjà, je sais pas moi et je ne sais pas faire. Par contre, oui, si tu veux apprendre des vraies choses par exemple, on a fait 2 podcasts hier avec mon head of sales, avec ma head of delivery où on donne vraiment tu vois, tout ce qu'on a implémenté et c'est pas de l'inspirationnel avec des trucs généralistes, c'est vraiment Mhm. du concret, du deep quoi. Par exemple, aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, on a une problématique, enfin, une problématique que je vais soulever, c'est le marché du freelance. Le marché du freelancing, il a complètement évolué. Surtout pour moi, qui viens de marché plutôt indépendant IT, informatique, où auparavant, quand on rentrait dans une mission, bon, on était couvert, entre parenthèses, pendant 3 ans, avec un taux journalier moyen, donc c'était d'assistance technique. Aujourd'hui, ce marché-là, on va dire qu'il est en train d'être complètement reconsidéré par l'arrivée d'IA. Oui, Un développeur informatique aujourd'hui, bah, ses missions vont être beaucoup plus courtes. Il est assisté et où on va dire augmenté par une IA, ça peut être Claude ou autre. Et en fait, bah, comment on fait pour s'adapter à ça? Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont tes premiers ressentis? Et les gens qui sont autour de toi qui doivent se poser des questions, comment ils abordent les choses? il y a beaucoup de marchés qui bougent très 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 vite et quand je dis très vite c'est que pour moi l'IA il y a 3 mois me faisait pas peur, enfin pour les freelances me faisait pas peur. Mhm. Parce que utiliser bien l'IA, génération d'images ou quoi, fallait être un peu techos pour avoir un vrai rendu, tu vois, Mhm. avoir des vrais prompts et tout ça. Aujourd'hui, ma mère peut avoir une brand et avoir un truc ultra efficace. Et là, je me dis, ok, bon, là, ça commence à être vraiment. Quand je dis inquiétant, c'est pas inquiétant en mode il y a un vrai changement et Mhm. c'est accessible à tout le monde. Tout le monde crie à l'alarme quand c'est dans la niche et quand ils sont très tech. Mhm. Mais la vérité, c'est que le marché du freelance ne touche pas forcément à l'IA de façon tech pointue. Mhm. Mais quand je me rends compte que maintenant, monsieur, madame, tout le monde, même pas indépendant, peut faire des trucs de ouf, là, ok, il y a un vrai changement. Et il vient d'arriver il y a pas si peu, hein, il y a 1, 2 mois, grand maximum, ce vrai changement de gamme. Moi, ce que je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est il faut revenir à la base, psychologie humaine. Mhm. Qu'est-ce que veulent acheter les gens? C'est quoi qu'ils achètent? Alors là, ça va dépendre de chaque secteur et de chaque niche, bien évidemment. J'ai une vision entrepreneuriale du freelance, c'est-à-dire qu'il a une boîte à gérer et plus que jamais actuellement. Et une boîte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui résout un problème et qui accompagne son client Mhm. d'un point A Un à point un B. point B. Ok. Ok. Et maintenant, moi, j'accompagne tous mes freelances et en valeur perçue, c'est énorme de, bah voilà, ton prospect, il est à ce point A, tu dois l'emmener à ce point B, c'est ton objectif. Comment tu l'emmènes à ce point B? Rapidement, facilement et avec le moins de risques possible. Et on n'est plus dans le salarié qui exécute des tâches où du coup il n'accompagne pas, il est là en exécutant. Ça c'est fini, ça n'existe plus parce que bah, justement il y a l'IA qui exécute pour eux. Et on sera dans de moins en moins, puisqu'en fait, quand on voit sur ces 15, 20, 30 dernières années l'évolution des différentes formes de travail, on parle de l'ubérisation. Ouais, Quand Uber est arrivé, qu'on a mis en place tous ces systèmes de plateforme et qu'on ouais, commence à avoir des indépendants qui auparavant étaient chauffeurs grande remise et qui ont commencé à s'emborder sur les plateformes, aujourd'hui Uber c'est devenu commun. Mais en fait, ça, faut quand même être complètement conscient que derrière, bah, c'est des indépendants. Et donc, forcément, évolution de forme de travail, évolution des formes de salaire. Tu vas chercher ton salaire, enfin,
ce qu'on socialement peut appeler ta rémunération, c'est même plus un salaire. Là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, tout le monde sent que ça bouge. Et vers quoi on évolue? Comment ça se passe? Et le ressenti, je ressens beaucoup de peur. Oui, parce que les gens ont peur de l'incertitude. Pourtant, il y a beaucoup de certitudes dans ce qui va se passer. C'est pas très compliqué à voir. On a vu. En fait, on peut déjà voir la première vague d'IA, ce qu'elle a généré. Et on peut Exactement. voir la réciprocité de ce qui va arriver. Le marché ne va pas être très compliqué, hein. On va augmenter le volume parce qu'on peut maintenant faire beaucoup plus de volume avec beaucoup moins de gens. On va du coup avoir une augmentation du volume. Qui dit augmentation du volume dit saturation de marché. Qui dit saturation de marché dit sophistication de marché. Et donc, du coup, on va avoir quelque chose, soit un rebasculement de marché, c'est-à-dire on revient à des choses beaucoup, beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus brutes. Moi, je miserais plus là-dessus, sur quelque chose qui est beaucoup plus humain. Hmm. De toute façon, le biais est très, très simple, hein. Si je te mets 5 fois la couleur rouge d'affilée, la 6e fois, tu vas plus voir que c'est rouge tellement c'est habituel. Et par contre, si je te mets du bleu à la 7e couleur, tu me dis, ah tiens, là, il y a du bleu. Le but, c'est d'être dans le bleu au milieu du rouge. Et donc, du coup, le marketing, c'est quand tout le monde fait zig, tu fais zag. C'est aussi simple que ça. Donc, on va aller sur, pour ceux qui veulent vraiment growth, de l'authentique, du physique, du plus transparent possible, avec une augmentation du volume ahurissant de tout ce que tu peux faire avec ça. Et c'est ce mix des deux. Parce que le problème, c'est que les gens vont se dire, quand je dis zig, ils font zag, ils vont se dire, ok, je vais revenir dans le physique ou quoi. Oui, mais nous, c'est la strat qu'on va mener là. Ok, mais moi je vais revenir dans le physique et dans du plus brut, mais par contre je vais faire du volume avec l'IA qui est indécent en reprenant ce brut-là. Et c'est ça qu'il faut reprendre les outils qui arrivent en faisant l'inverse de tout le monde. Moi, j'ai vu également beaucoup de gens utiliser l'IA et arriver sur des systèmes de standardisation dans le sens où, en fait, à la fin, ça fait, on va dire entre parenthèses, la même chose, où tu arrives au même résultat, ou jamais c'est pas le résultat, les mêmes procédés. Alors qu'il y a peut-être moyen de faire un peu mieux, mais qui part tellement dans un système d'optimisation avec les données qu'il a accumulées, que derrière, c'est peut-être pas la meilleure réponse. On parle même pas d'hallucination, hein. Moi, je parle vraiment de résultats et même de manière de faire. Donc, je me dis que là où il y a un décalage et où il va falloir que les gens soient de plus en plus bons, c'est dans le système de pensée qui va tourner autour de l'IA que tu vas utiliser. Que tu utilises un Claude, que tu utilises un ChatGPT, que tu utilises, je sais pas, un Sententia, tu n'auras pas le même rendu et pas la même façon de faire, forcément. Ouais. Mais même déjà de base, parce que là on rentre dans du deep avec plusieurs IA ou quoi, mais même sur quelqu'un qui va juste utiliser du Claude, ma boîte, je la gère comme en growth, c'est-à-dire cycle d'itération, speed test, goulot d'étranglement. Ouais, t'es vraiment un growth. Ouais, genre ma boîte, je la gère comme ça. Mais après, 10 à 150K en 6 mois, ça se fait en growth, quoi. Ouais. Et donc, avant, un cycle d'itération, donc ma boîte et tout, on est une quinzaine de personnes dans la boîte. Donc tout le monde est mindfuck en mode growth parce que je les ai tous mis là-dedans. Et on avait un cycle d'itération à 3 jours. C'est-à-dire que quand un problème apparaît, pour résoudre le goulot d'étranglement qui me fait passer au plus à l'île d'après, on mettait 3 jours à peu près à itérer pour le résoudre. Maintenant, honnêtement, en 24 heures, c'est fait. C'est-à-dire que, je prends un exemple à la con, mais j'avais un problème SEO je voulais référencer plus de pages sur moi, sur mes avis, parce qu'on a la chance d'avoir une delivery 17 étoiles, parce que on est vraiment des consultants. Et oui, on est dans le marché de l'accompagnement, mais on a vraiment mis du consulting avec du one-one avec chaque personne qui rentre et tout. C'est un truc assez ahurissant, ce qui me fait que j'ai des témoignages, si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, quoi. Et donc, je voulais qu'on référence tout ça. C'est pas très compliqué, hein. Mon Claude, ça lui a mis 3 heures le temps de faire toute la page bien brand, bien design et optimiser SEO. Et moi, ça m'a pris 12 minutes le temps de faire le prompt. Et maintenant, je fais du growth, c'est-à-dire que j'ai 17 pages Claude Code ouvertes où j'ai 17 goulots d'étranglement que je résous dans la journée. Et c'est en vitesse, c'est ahurissant. Et là, du coup, j'arrive au système de pensée ouais, mais si tu fais 17 pages de Claude Code qui vont nulle part, ça t'envoie, et j'en vois beaucoup en ce moment, ça t'envoie nulle part. Et donc, du coup, toujours avoir cette pensée constructive de ok, c'est quoi qui me bloque là pour aller là? Comment je le résous? Qu'est-ce que j'itère? 3 points d'itération. Et après, tu vas vite ou tu vas pas vite, mais le but, c'est de le résoudre et de mettre du Claude ou du ChatGPT ou toutes les IA qui vont, parce que c'est la guerre qui sort le plus de trucs en ce moment. Toute l'IA du moment qui va pouvoir t'aider à le faire, à t'accompagner. Aujourd'hui, on a un instant T, on est en 2026. Comment tu vois les choses d'ici à 2030? On va avoir un gros changement pour moi, l'humain ne disparaîtra jamais parce que les gens ont besoin d'humains. Surtout à 2030, c'est trop. En termes de changement de mentalité globale sur un marché aussi grand, on aura toujours de l'humain.
Et on va avoir par contre une vraie distinction de marché sur, comme tous les marchés que vous pouvez analyser. Moi, j'aime bien Qu'on arrive analyser à les autres maturité. marchés. Ouais. Le marché du software ou des choses comme ça, il y a les low cost Mhm. et il y a l'hyper premium. Et il n'y a plus rien au milieu. Enfin, tout ce qui est au milieu a coulé Mhm. ou est en faillite ou galère. Ben, on arrive dans un marché qui arrive à maturité. Il va y avoir les très très hauts, très très bons, et ceux tout en bas, très low cost, qui vont tirer les prix vers le bas parce que c'est leur strat, et chacun sa strat. Et ça va être de plus en plus compliqué de pénétrer ces marchés-là, parce que ben, on le voit. Je pense que, je ne sais pas si tu as vu, mais la qualité de contenu, la qualité de strat, la qualité d'accompagnement qui est arrivée depuis les 3 à 6 derniers mois et enfin, a rien à voir par rapport aux 2 dernières années. Clairement. Et donc, Clairement. enfin, sophistication de marché, et donc tu dois faire plus, donner plus. Enfin, il y a plein de. Donc, on arrive dans un marché qui va être vraiment distinct, de plus en plus compliqué à pénétrer si tu y vas avec rien. Moi, en gros, quand je me suis lancé en freelance, Oui. bonjour, je suis grosse, voilà, j'ai 6 contrats, quoi. C'était ça. Maintenant, offre avec un accompagnement, preuve, euh, communication, visibilité, étude de cas, parce qu'on est dans une ère vraiment de méfiance. Oui. Qui dit plus d'IA, plus de rapidité, donc plus d'arnaque. Quand je dis plus d'arnaque, c'est. Je pense que les gens mettent de l'arnaque un peu partout là où c'est pas vrai. Ouais. Service mal délivré. On ne devrait pas dire arnaque, on devrait dire service mal délivré. Oui, il y a des services qui sont mal délivrés. Donc on arrive dans une ère vraiment de méfiance qui va continuer parce que du coup on a tous ces gens qui se lancent de plus en plus jeunes. Mhm. Et donc service mal délivré en cohérence avec ça. Moins d'expertise, moins d'expérience. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, preuve, étude de cas pour montrer que toi tu n'es pas de cette partie-là. Témoignage. Exactement, c'est ça. Moi je vous dis, j'ai des témoignages tous les 2 jours et je comprends pas pourquoi des accompagnements n'ont pas ça à côté. Parce que ma delivery est XXXL. Donc du coup, c'est preuve, étude de cas et ce vrai système d'acquisition avec vrai enjeu de réseau. Mhm. En gros, c'est pas très compliqué, hein. Tu vois ce que font les plus grosses agences actuellement pour vivre, Mhm. tu dois le faire alors que tu viens de te lancer en freelance. Surtout ce que je vois aussi, parce qu'en fait, on vient de deux mondes qui sont parallèles, enfin, vraiment pas aussi parallèles que ça, mais surtout qui commencent à se rejoindre de plus en plus. Ouais. Moi, je viens du monde d'indépendants IT. Ouais. Parce qu'auparavant, on appelait ça un indépendant informatique. Aujourd'hui, maintenant, on dit indépendant freelance. Moi, je vais reprendre un terme, c'est plutôt freepreneur, solopreneur. Ouais. Parce que de plus en plus, cet indépendant dans le domaine de l'informatique qui, lui, était en mode assistance technique, va rentrer dans la case de ce que tu fais en mode agence, ou lui-même doit devenir une agence pour ses clients. Oui, il doit accompagner, il doit avoir du market, il doit avoir de la com. Et de la visibilité. Chez vous, ça arrivé vraiment il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors que chez moi, du côté market, ça arrivait il y a au moins 1 an, 2 ans, bien 2 ans. Tu vois. Ouais, Et ouais. vous, là, le switch s'est fait d'un coup. C'est ça, d'un coup. Donc, il faut preuve de visibilité, il faut préparer ses offres packagées, réfléchir en mode compétitivité, productivité, qu'est-ce que je vais apporter que d'autres n'apportent pas forcément. Exactement. Donc, la Valeur. différenciation, cette valeur qui va devenir de plus en plus importante parce que les développeurs ne se valent pas tous. Par exemple, on prend que les développeurs et se dire, mais qu'est-ce qui va faire, moi, ma distinction par rapport aux autres? Est-ce que ça va être l'outil? Est-ce que ça va être un framework? Est-ce que ça va être l'accessibilité? Est-ce que ça La va niche. être la niche? Et ça, je pense qu'en fait, c'est des éléments sur lesquels, quand on pense à l'IA dans ce secteur-là, il faut se poser et aller chercher, construire son offre. Oui, il faut vraiment penser market. Il y a une grosse pensée marketing qui n'était plus le cas avant. Nous, un freelance qui se lance, pareil, mécanisme unique, différenciation, niche. Genre, c'est des indispensables. Et malheureusement, du coup, il y a toute la partie aussi mindset de croyance qui a traité sur si je me niche, je me ferme plein de portes. Si j'ai pas un mécanisme unique, j'arrive pas à me différencier ou des choses comme ça. Donc, il y a un gros enjeu mindset qui est en train d'arriver où forcément, c'est devenu plus dur. Donc, il n'y a que ceux qui sont prêts à y aller vraiment qui réussiront. Et c'est plus un truc que tu peux lancer en mode tiens, est-ce que j'essayerai? Tu peux plus essayer. Tu peux plus mettre juste le doigt et voir ce que ça donne. Ça donnera rien, c'est trop compliqué. Parce qu'à côté, il y a des mecs qui sont déter et qui, eux, ils y vont pas pour essayer. Ils se donnent corps et âme pour réussir. Donc, ouais, on revient à sophistication de marché, c'est plus compliqué de rentrer. Mais c'est toujours. Moi, j'ai vu des croissances exceptionnelles de zéro. C'est toujours c'est toujours possible de rentrer. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est genre juste que tu dois mettre des choses en place que tu ne devais pas mettre avant. C'est tout, en fait. La place des juniors. Aujourd'hui, moi, je suis junior, j'ai des offres qui sont simplifiées, ou même je rentre dans le domaine je suis développeur full stack et je me dis, c'est bon, je me lance.
Je parle même pas de toute la partie data science, hein, parce que la partie data science, aujourd'hui, tu as Claude qui te fait en 15 minutes le travail de personnes Ouais. qui faisaient en 6 mois. Donc les juniors aujourd'hui, c'est quoi leur place? Ah ouais, non, mais c'est clair, bah, ils doivent se réadapter. C'est plus des juniors en IT, c'est des entrepreneurs qui accompagnent pour résoudre un problème et qui utilisent l'IA pour. On a le même problème dans le Ouais, copywriting. copywriting, c'est vrai. On a le même problème, on va avoir le même problème dans les graphistes. Oui. On commence à l'avoir juste là. Ces gens-là n'ont plus de valeur, et c'est dur, hein, mais ils n'ont plus de valeur à délivrer leur service. Par contre, ils ont une grande valeur à utiliser l'IA pour délivrer leur service. Mhm. Moi, une brand, je te la fais en 3 secondes 30 là, si on sort, et je peux te lancer un podcast bien brandé, c'est pas un problème. Par contre, je ne suis pas DA, je ne sais pas quelle couleur fait réagir à quel moment, machin truc, je sais pas ce qui est le mieux en termes de disposition, d'architecture, et j'ai pas de créativité en plus. Bah, tout ça, j'ai besoin d'un graphiste. Mais j'ai pas besoin d'un graphiste pour avoir la finalité du résultat. Ça, je Mhm. peux l'avoir en 3 secondes. Et c'est ce changement de paradigme qui est compliqué pour les gens. Ils sont des stratèges, plus du tout des opérationnels. Et même dans l'IT maintenant. Surtout dans l'IT. Mais ouais, j'ai plus besoin d'un développeur pour me développer un SaaS. J'ai besoin Mhm. d'un mec qui sache comment fonctionne un SaaS, là où il va y avoir des bugs ou du code sur du code sur du code, parce que il y a encore des problématiques là-dessus. Enfin, D'existant. ouais, ça, comment gérer une plateforme SaaS pour que ça soit stable, pour Mhm. que ça encaisse le growth, pour tout ça, ça, je ne sais pas faire. Par contre, développer un SaaS, on sort dans 15 minutes, on en a. Ce que j'ai remarqué également, c'est sur tout ce qui tourne autour de la partie infrastructure, on en parle peu, mais en fait, dans notre domaine d'activité, enfin, dans l'ensemble des domaines d'activité, la partie infra restera. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il faut pouvoir comprendre comment fonctionne le système qui est en place de token, la tokenisation, Oui, qui en vérité est un modèle économique, hein. oui, oui, Bon, c'est 100%. c'est surtout un modèle économique où on va allier puissance de calcul et justement ben, l'appropriation de cette puissance de calcul par rapport à des tâches qu'on va mettre en place. Le mot synthèse, c'est 2 tokens. Et c'est ça le modèle économique qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'il va falloir s'approprier, comprendre et se dire, au bout d'un moment, est-ce qu'il faut que j'ai ma puissance de calcul à moi, donc hébergée chez moi, ou est-ce qu'il faut que je passe par des outils? Et quand on voit aujourd'hui ce que ça coûte, t'en es à combien toi par exemple aujourd'hui? Tu as une estimation de tes coûts? Ouais, parce que je prends des abonnements. Sur du cloud, je suis sur l'abonnement du Max, où je crois que c'est 350 ou un Ouais. truc comme ça par mois. C'est Et celle que tu utilises d'ailleurs? Hein. C'est celle que tu utilises, Claude, ou t'en as d'autres? Là, en ce moment, la majorité. Et j'ai du ChatGPT, mais genre l'abonnement de base parce que je l'avais laissé pour. C'est plus les trucs perso où tu Oui. regardes en 3 secondes 30. Mhm. Et Perplexity pour la recherche pointue deep. Ouais. En mode veille. Ouais, c'est ça, exactement. Et franchement, juste pour du growth, où tu n'as pas besoin de vraiment de grosse tech, Mhm. ouais, ça suffit. Enfin, ça suffit large pour 99% des gens qui nous regardent. Mhm. Et après, si je rentrais dans du growth pour des grosses boîtes où on devrait mettre une vraie architecture tech, Mhm. là, la puissance de calcul devient un enjeu de il me faut mon truc à moi, quoi. Ouais. Mais enfin, c'est déjà le cas. On voit les grosses boîtes qui sont en train d'implémenter leurs IA à elles avec leur système à elles en interne, quoi. Là, ce qui va se passer à partir de août 2026, c'est l'arrivée de l'AI Act. L'AI Act change quand même pas mal de choses. Il faudra du temps pour l'implémenter. Mais en fait, toutes ces boîtes qui souhaitent implémenter leur propre modèle de langage avec du RAG, du fine-tuning, toutes ces boîtes-là vont avoir besoin de pouvoir rentrer dans cette nouvelle réglementation. Et en fait, il y a tout un changement de paradigme parce que, dire en vrai, on faisait ce qu'on voulait. Mais comme dans tout marché, eh ben, en fait, ça commence à être régulé. Où va falloir comprendre ben, la réponse qu'elle donne, d'où ça vient, quelles sont les sources. Derrière, limiter les hallucinations, puisque forcément, quand tu demandes à une IA, elle va toujours te répondre et elle va te répondre ce que tu veux qu'elle te réponde. Elle ira toujours dans ton sens. Ça aussi, en fait, il faut le mesurer, puisque la plupart, aujourd'hui, ne sont peut-être pas forcément conscients de tout ça. Non. Ouais, je pense qu'il y a quand même un déficit à ce niveau-là. La majorité, c'est pas la plupart, c'est genre 99% des gens. Ils prennent une réponse telle quelle et puis ils l'envoient. Et là, ça peut être dangereux aussi bien pour soi, mais également pour sa crédibilité et sa clientèle. C'est clair, on a vraiment un gros enjeu là-dessus. Moi, ce qu'on a mis en architecture IA et ce qu'on maintenant on implémente chez nos clients, c'est ce qu'on appelle le second cerveau. Mhm. C'est-à-dire que la valeur d'une IA, c'est dans le contexte. Sans contexte, la réponse de l'IA a zéro valeur et te dit ce que tu veux entendre. Avec du contexte, ça t'amène des choses qui sont vraiment concrètes. Et donc, du coup, second cerveau, pour faire simple, c'est tu prends du Obsidian ou même un Google Drive tout bête, tu prends Mhm. tous tes calls que tu enregistres. Nous, on fait un récap. Moi, je fais un récap tous les soirs de ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai appris, ce qu'on a challengé dans la boîte, ce qu'on a changé, implémenté. Et du coup, ça me permet d'avoir une ressource de data qui est énorme
et qui permet à chaque fois que je pose la question à Claude, par exemple, d'avoir accès à mon Obsidian, de pouvoir mettre du contexte à chaque fois que je lui pose une question. Et donc, à chaque fois, il tombe dans ce que je veux entendre et pas, et pas dans du truc flou, généraliste. C'est fait avec moi. Par exemple, pour la création de contenu, c'est un des gros enjeux en ce moment chez nous. Bah, je peux te sortir une vidéo en 6 minutes qui est genre, c'est du moi et c'est du vraiment personnel brandé. Et il peut me sortir après la petite presse qui va bien pour faire un petit loom et on est parti sur une vidéo YouTube. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, même dans l'évolution de ces formes de travail, tu as quand même aujourd'hui la création de cette base de connaissances Ouais, qui devient de plus en plus importante, qui va être connectée à ton RAG. ouais, et puis en fait, le problématique, c'est que vu que tout c'est la guerre à l'IA, demain, ça se trouve, ChatGPT sera 10 fois mieux que Claude et Mhm. après-demain, ce sera Perplexity. Et ouais, mais le coût de changer d'IA à chaque fois, c'est énorme en termes de temps et surtout nous qui l'utilisons à peu près toutes les minutes, c'est un enjeu. Donc, du coup, là, le fait d'avoir du contexte dans un second cerveau, ça fait que bah, c'est pas grave. Genre, si ChatGPT là devient 10 fois meilleur que Claude demain, bah, genre, juste, je le connecte à mon second cerveau, on est reparti, quoi. Est-ce que ce serait pas ça justement la valeur de ton business où en fait cette base de connaissances que tu es en train de créer et que tu es en train d'alimenter, c'est celle-ci où en fait tu as vraiment toute ta valeur. Ouais, c'est 100%. En fait, du coup, maintenant, on peut faire du done for you Mhm. à grande échelle. Donc, moi, dans l'accompagnement, que ce soit pour les freelances ou pour les agences, quand tu rentres, tu as un consultant référent qui est avec toi H24. Ce consultant a accès à ce qu'on appelle mon second cerveau. Mhm. Et donc, il a accès à D'accord. toute ma connaissance H24. C'est-à-dire que lui, il accompagne mon client, plus il a accès à tout ce que moi je sais et qui est mis à jour toutes les heures à chaque fois que j'avance, quoi. Donc, du coup, il peut jamais se tromper. Il dira toujours des choses que moi j'aurais dit et il pourra toujours aller dans la voie où moi je l'emmène. Et ça, c'est un enjeu. Ensuite, on a une carte par client et donc nous on a des coachs experts, donc c'est-à-dire qui sont niches le contenu Insta par exemple, D'accord. et des coachs et des référents et des coachs référents qui sont en one-one avec nos clients. Et le coach expert a accès à la base de données du coach référent et donc du coup mon Super. client est suivi par tout l'ensemble de l'écosystème qu'on a mis en place sans avoir une donnée qui est partie à droite ou à gauche, sans répéter la même chose. Et surtout, ça c'était la grosse problématique d'avoir, là on accompagne plus de 200 clients actuellement, quand tu accompagnes plus de 200 clients, bah il faut que quand le coach référent dise A, il faut que le coach expert dise A, et il faut que moi, si je le vois, parce que pour XY, je dise A aussi. Autrement, bah, le mec, il sait plus où aller, tu vois. Mhm. Et là, le fait que l'IA soit généralise tout ça et mette dans une base de données, bah, si je me pose une question sur ce client-là, qu'est-ce qu'on lui a dit? Bam, on lui a dit ça, ça, ça. Il Tu a peux appliqué retrouver. ça, ça, ça. Ses résultats ont été ça, ça, ça. Parce que bah, je te dis, on a une vision grosse, donc bah, moi, j'ai besoin de voir. Genre, ok, je t'ai dit, Mesurer. c'est quoi les résultats? Parce que bah, si tu as fait ce que je t'ai dit et que tu n'as pas eu les résultats, pas de souci, on itère sur le deuxième point. Mhm. Si tu as eu les résultats, il faut aller voir ailleurs et c'est peut-être autre chose. Donc, du coup, nous, l'IA, en base de connaissances, ça sert pour avoir des coachs référents qui sont suralimentés, donc déjà qui sont méga chauds quand on les recrute et en plus qui sont suralimentés en informations, sachant qu'on fait de la veille aussi. J'ai des clouds qui partent dans tous les sens pour de la veille US et qui me les ramènent dans mon second cerveau. Mhm. Et ce qui me permet tous les jours de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouvelles strates, Comment ça machin, tout. évolue? Ouais, exactement. Et de pouvoir avoir, comme on le disait avant de démarrer, un programme qui, toutes les 3 semaines, a les nouvelles strates, les dernières strates en place avec les dernières IA, avec les derniers trucs. Et donc d'avoir des clients qui, nous, on a un cycle de atteinte de résultats. Pour les freelances qu'on accompagne, c'est 2 à 3 clients, donc c'est 2 000 à 3 000 euros Mhm. de générer. On arrive à le faire on est entre 15 et 30 jours et je suis en train d'essayer de descendre à 15 jours. D'accord. Le but, c'est que quand tu rentres, tu commences de zéro, tu es 2 à 3 clients dans les 15 jours d'après. Magnifique. Et ça, c'est mon jeu à moi. En gros, ce qui m'amuse, c'est comment je peux faire pour que le lendemain, il est. Tu vois, on me dit souvent en vente, si là tu me payes 5 000 euros et que je t'amène une mallette de 60 000, est-ce que Mhm. tu me donnes la mallette des 5 000 tout de suite? Bah oui, forcément, tu as la mallette des 60 000. Mhm. Mon enjeu à moi, c'est comment je peux t'amener la mallette des 60 000 demain. Et du coup, on est en train de vraiment d'itérer là-dessus. Et sur la partie agence, donc des gens qui font déjà 10 15 000 euros, c'est encore plus facile parce que ils ont déjà validé tout ça. Oui. Et en vrai, accompagner des 0,5 000, c'est beaucoup plus dur que du 5,50 000. Et le 5,50 000, là, on les fait. Enfin, on a lancé une agence il n'y a pas longtemps en perso, Mhm. donc où je suis associé dans la boîte. On a fait zéro. On est à 25 000 en 9 jours. Genre, Mhm. c'est ahurissant, 9 jours. 0, ouais, 0,25 25 300, je crois, j'ai regardé ce matin. Genre 9 jours. Et j'ai rien fait. J'ai juste mis des clouds et j'ai pris mon second cerveau et je l'ai mis. J'ai mis le système d'acquisition en place.
c'est parti. Le marché est toujours ultra accessible. Ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui sont enclins à acheter enfin, à prendre des freelances. Oui, Le marché du freelance s'ouvre vraiment en termes oui. de clientèle. Mais, Il explose. Le marché du ah freelancing ouais, aujourd'hui, ouais, non, mais ça c'est il clair. explose. Et surtout, en fait, il explose pas qu'en France, en Europe. Et je pense qu'il y a une limitation dans nos esprits franco-français où on se dit, ah bah on est là, on fait du marché de niche, que ce soit parce que je suis à Bordeaux, parce que je suis à Paris, ou parce que je suis à tel endroit, mais non seulement département, région, mais surtout à l'international. Et on peut y aller maintenant. Ouais, ah, ça, mais, ouais, mais un Français sur deux parle pas anglais, donc il y a un Ça, c'est enjeu autre là-dessus. chose. Mais dans un an, ce sera plus un problème. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Genre pour la majorité des gens, et le marché va encore plus grandir. Mais rien que le marché français, si on se base là-dessus, Mhm. bah, les gens veulent plus un CDI ou un CDD pour les charges qui en résultent. Mhm. Ils vont préférer prendre un freelance. Le mec est plus expert dans son domaine, il est plus engagé, bah oui, Mhm. parce que il peut Ça, c'est sauter du ça. jour au lendemain et Mhm. c'est son taf, donc forcément il est plus engagé. Et donc on a déjà une explosion. Et après, dans l'Europe, moi j'ai beaucoup travaillé plus aux US que dans l'Europe, mais dans l'Europe, on a des gens qui sont capables, enfin on est en concurrence avec tout le monde aussi. Mhm. Et, euh, et on peut du coup aller chercher des marchés qui sont totalement différents qu'on n'aurait pas pensé. C'est vrai qu'on se limite beaucoup à l'Hexagone, alors que à côté, moi j'ai beaucoup de clients, même en francophonie, hein. Mhm. En Suisse, en Belgique, tout ça, le marché il explose. Il explose. Il explose et il faut en bénéficier, surtout qu'en fait, aujourd'hui, en France, il ne faut pas l'oublier, on est quand même assez central et on est assez ouvert. Moi la plupart du temps, j'ai du mal à voir des freelances belges qui vont venir sur le marché français. J'ai plus de facilité à voir des Français qui vont sur le marché belge, des Français qui vont sur le marché luxembourgeois, des Français qui vont sur le marché italien. Je me dis, mais en fait, les Français, on est fous, on va partout, on n'a pas de limite, enfin, pour ceux qui y vont, hein. Ça ne veut pas dire que mais on n'a pas de limite. On aura de moins en moins de limites dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Surtout avec les différents outils qu'on a en place. Et après, d'où vient? Après, ça vient aussi la problématique de la forme de rémunération. Là, aujourd'hui, comment tu te rémunères, toi, déjà? En free pur, quand je faisais du free à l'accompagnement, je Mhm. t'emmène du point A au point B, tu me payes tant. Et j'aime bien prendre un pourcentage aussi du résultat que D'accord. je te fais gagner. Donc, Ça, fees plus j'aime. success fees. Ouais, Super. c'est le modèle que j'adore et que si je devais reprendre un client là, je referais. Mhm. Pour les accompagnements, on est sur un. J'ai essayé fees et success fees sur accompagnement. Problématique, c'est que c'est difficile à gérer Mhm. du côté client parce qu'il faut il faut qu'ils te disent j'ai bien eu ces contrats-là. D'accord. On revient dans une transparence qui est en vrai un peu malsaine Mhm. dans les deux cas. Donc du coup, j'ai pas pu implémenter, mais je l'avais mis en place et c'est un truc que j'aurais aimé garder si ça pouvait se faire. Mhm. Parce que oui, je veux être payé si tu as des résultats. Moi, ce qui m'amuse, c'est que tu aies des résultats, donc je veux être payé à ce moment-là. Et par contre, je veux être payé de façon indécente si tu as des résultats. Ouais. Moi, je vois, et les gens qui sont dans ma boîte, donc c'est que des freelances qui ont d'autres clients et qui sont chez moi aussi. Euh, Ils sont payés en soit 100% en fees, soit avec un petit fixe et un gros success fees. Je veux que si tu es très bon, tu sois payé de façon indécente et qu'on te dise c'est n'importe quoi ce que tu es payé. Par contre, je veux que si tu sois nul, bah, tu qu'une envie, c'est de partir parce que t'es pas Ouais. bon, quoi. Et donc, on a vraiment, donc j'ai pour l'accompagnement, c'est un fixe. Pour l'agence, c'est un fixe aussi. Et après, j'ai une dernière point où là, je prends des parts de la boîte. Mhm. Dans les grosses boîtes où je vois de la croissance et avec qui le fondateur ça fit avec le groupe qu'on est en train de créer actuellement, où je prends des parts de la boîte, notamment dans celle où on a fait 0,25K, j'ai des parts dans cette boîte-là. Et là, du coup, je suis in et je prends un pourcentage je prends un pourcentage des revenus du chiffre d'affaires. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, j'étais au ministère des Finances, et donc pour le GMA entrepreneur, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et effectivement, on a abordé toutes les nouvelles formes de travail. Et par intermédiaire de recommandations qui ont été remises justement à M. Sapin, qui est ministre des PMI, il y avait ces possibilités justement de se dire pourquoi pas partir sur des BSPCE allégés qui permettraient à des freelances de se dire ok, d'accord, là j'ai une forme de rémunération où je suis payé par intermédiaire de fees, de success fees, et de possibilité de prendre des parts dans la boîte, que ça soit minime ou pas, mais en fait justement que cette valeur soit Ça partagée. engage, hein. C'est engageant, surtout pour un indépendant. C'est de se dire, aujourd'hui, moi, peut-être que ma situation, entre parenthèses, elle est un peu plus instable parce que je ne suis plus sur un salaire et que demain, du jour au lendemain, peut-être sortir.
Mais éventuellement, par rapport au travail que j'ai fourni ou au temps que j'accorde, bah, j'apporte énormément de valeur et cette valeur-là, elle est perceptible par l'intermédiaire justement de parts sociales. Oui, non, mais et puis même en tant que gross, par exemple, moi j'aurais aimé avoir des parts de boîte quand tu les Oui, fais péter. oui. Et ça m'aurait engagé beaucoup, beaucoup plus. Et j'aurais vu des visions beaucoup plus long terme. Parce que moi, quand j'ai vu les sommes que je faisais gagner aux boîtes, je me suis dit non, je veux gagner beaucoup plus. Et pourtant, je commençais à être. Fin de gloss, je commençais à être. Enfin, on était sur des tranches à 15-20K par mois. Mais quand tu fais péter une boîte qui fait déjà des millions, bah, quand tu lui ramènes vraiment un gros gain de croissance, elle gagne plusieurs millions, tu vois. Donc m'engager dans la boîte avec des BSPCE et avec une vision long terme, et ça me manquait beaucoup. Moi, ce que j'essaie d'inculquer dans ma boîte, avec une vraie vision long terme, que ce soit pour la personne en tant que telle, humainement, mais aussi en tant que rémunération, bah, genre, je trouve ça super important pour engager tout le monde, quoi. Ouais. Surtout que là, les BSPCE, bah, c'est réservé vraiment aux salariés. Ouais, Alors, on pourrait avoir entre parenthèses, un système avec des BSA, mais bon, bah, ces BSA, il faut racheter des parts. En tout cas, il faut trouver une alternative face à ça. Pour moi, il va y avoir une évolution à ce niveau-là. De toute façon, je pense que même l'État en a pris conscience. Et oui. l'État, les ministères, en tout cas là où moi j'ai été, de plus en plus on en prend conscience. Et forcément, ça va changer. Forcément, ça va changer. En attendant, il va y avoir des systèmes hybrides qui vont être mis en place. Et un indépendant qui aujourd'hui veut devenir indépendant, c'est à mon avis pour gagner de l'argent. On est d'accord. Oui, oui, oui. En fait, il y a vraiment trois libertés, hein, temporelle, géographique et financière. Temporelle de je veux gérer, je veux pas avoir la réunion à 8 heures le matin sur Teams le lundi, qui est là juste pour être là, pour être sûr que tu sois au bureau, tu vois. Il y a donc du coup vraiment gérer son temps. Le géographique de, bah, enfin, je suis derrière un ordi, donc que je sois au Panama ou à Bordeaux, je vois pas pourquoi je serais pas au Panama justement. Mhm. Et financière de, ben, il faut gagner, enfin, tu peux gagner beaucoup plus et tu peux vraiment aller chercher parce que tu as pris ce risque d'être indépendant, mais aussi parce que tu amènes des résultats et donc tu veux gagner plus. Et je reviens à ce que je fais pour moi, mes propres freelances qui sont dans ma boîte. Si tu m'amènes et si tu me fais péter ma boîte, bien évidemment que tu vas gagner beaucoup, mec. Genre, c'est cohérent. Et si tu es un tech, tu me développes un SaaS qui fait genre avoir justement ce client qui a des résultats en 7 jours et puis en 15, bien évidemment que tu vas gagner beaucoup d'argent et bien évidemment que bah vas-y, tu vas prendre beaucoup parce que tu as réglé mon problème, tu m'as accompagné du point A au point B. Moi, des accompagnements pour moi, j'en prends. J'ai jamais pas été accompagné sur les 10 derniers mois. Et les derniers accompagnements, on parle de trucs à 30 à 50 000 euros. Oui, Euh, mais il quand le je te faut. donne 50 000 euros et que j'en gagne 150 par Bien mois, évidemment. bah bien, mais Bien prends-les. évidemment. Bien évidemment. Donc moi, ça me dérange pas de payer cher des accompagnements et ça me dérange pas de payer cher des gens qui me rapportent énormément d'argent en contrepartie. Et ça, du coup, dans le modèle freelance, il faut que les entreprises aussi l'acceptent. Je peux t'emmener de là à là, mais oui, bien évidemment, ça va pas être pour 400 euros. Et ça, il y a encore un enjeu. Pourquoi il y a un enjeu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui sont prêts à prendre 400 euros. Mhm. Pourquoi ils sont prêts à prendre 400 euros? C'est parce qu'ils ne donnent pas de résultats. Ouais. Et donc, du coup, moi, je pense que le mec qui paye, je sais pas moi, un tech 400 euros et le mec qui paye un tech 4000 euros, c'est pas la même personne et c'est pas la même cible. Mais il en faut pour tout le monde. Mais, euh, mais la rémunération, ça dépend des résultats que tu implémentes. Si tu n'implémentes pas de résultats, c'est normal que tu ne sois pas payé. Tout à fait d'accord avec toi. Et j'en profite pour faire un pivot sur ça, c'est gestion de carrière vs et gestion de patrimoine. On pourrait se dire que c'est deux choses différentes. Mais Ouais. est-ce que pour un freelance, indépendant, solopreneur ou peu importe comment on l'appellera, est-ce que c'est pas devenu aujourd'hui un enjeu? Parce qu'auparavant, en fait, quand on parlait de gestion de carrière, tu rentrais, bon, à l'époque, moi je veux dire carrément de mes parents, hein, où tu rentres dans une boîte, tu y restais pour 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en plus, aujourd'hui, les indépendants entrepreneurs prennent de plus en plus de place. Et si tu n'as pas une gestion de patrimoine adaptée à une évolution de ton activité, ça peut devenir vite très complexe. Oui, 100%. Le patrimoine, en fait, tu as des assets que tu as créés. Tu peux pas tout brûler à chaque fois que tu changes de client ou à chaque fois que tu gagnes un peu d'assets. Malheureusement, on en voit beaucoup, hein. Moi, j'ai beaucoup de freelance que je fais péter fort euh, et financièrement ou dans leurs assets. Ils n'ont pas fait d'études de cas. Mhm. Ils n'ont pas utilisé les témoignages clients. Parce que ça, c'est tout bête, hein. Mais je préfère ne pas être payé et avoir un témoignage
que être payé et avoir un client pas satisfait. Pour moi, dans l'ère d'aujourd'hui, une étude de cas, un témoignage a 10 fois plus de valeur que quelqu'un qui me paye. Parce que je peux aller chercher 10 clients avec cette étude de cas alors que toi, tu ne payes qu'une fois. Tu vois. Donc, je dis souvent, ok, genre, des fois, c'est peut-être compliqué avec des clients ou quoi. Prenez toujours le témoignage et l'argent, à la limite, c'est du plus. Mais le témoignage aura toujours plus de choses. Donc, dans le patrimoine, moi, je vois le patrimoine gestion financière. On est d'accord là-dessus? On est complètement d'accord. Et patrimoine, gestion d'assets que tu crées. Complètement d'accord avec toi. Et propriété immatérielle, propriété intellectuelle, ce que exactement. tu crées, ta base de connaissances, ta base de confiance. Ok, donc on est sur la même lignée là-dessus. Ouais. Et donc, sur la base financière, alors dans la tech un peu moins, mais en free, dans le côté market, il y en a beaucoup qui gagnent vraiment pas d'argent pendant longtemps. Et c'est un moment où ils attendent souvent ce moment-là pour après venir me voir. Ah, d'accord. Au début, ils disent toujours je vais essayer tout seul. Ouais. Ils prennent un an, ils enlèvent tout leur PEA, tous les trucs possibles, et après ils arrivent, ils disent bon là c'est la merde, il faut faire quelque chose. Et du coup, forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, surtout rapidement, et que tu vois que c'est, je vais mettre des guillemets, mais facilement, enfin c'est accessible, bah t'as envie de le cramer de l'autre côté. Et la majorité font ça par en fait manque d'argent avant et donc restriction, et donc quand tu as les possibilités tu fais. Ils se rendent pas compte, mais c'est des trucs cons, hein. Ils vont au restaurant maintenant, c'est des trucs cons, mais ils vont en soirée ou en voyage maintenant alors qu'ils l'auraient pas fait avant, et tout ça du coup fait qu'ils mettent jamais de côté. Et donc pour les mois où ça peut être plus compliqué, parce que le modèle freelance, pour moi avec le modèle agence, je trouve que un freelance qui tourne à 7-8 clients, moi j'aime pas, enfin je suis pas fan de ce modèle parce que tout dépend de toi. Si demain je suis malade, c'est fin. Si demain genre j'ai envie de faire du frein, bah ok, mais je diminue mes revenus. Et donc je trouve que le modèle juste après, et on va commencer à être un modèle où tu es toujours indépendant au solopreneur, et on revient au truc de solopreneur de j'ai des IA qui fonctionnent comme des agents, j'ai peut-être une assistante ou des choses comme ça. Et donc là tout ne dépend plus de moi. C'est-à-dire que mon acquisition est en automatique, et je mets beaucoup de guillemets là-dessus, mais stable et ne dépend pas d'action manuelle. Et j'ai des assistants ou des gens qui délivrent mes services, et ça peut être des IA, et ça sera des IA très prochainement. Et donc là, j'ai quelque chose où si je freine, ma boîte ne freine plus. Si je suis malade, ma boîte ne freine plus, et tout ne dépend pas de moi. Et donc l'étape là, on est à, pour moi, c'est un business à 25-30 000 euros par mois actuellement. Je pense que et ça bloque à partir de ce moment-là. C'est ce qu'on appelle pour chez nous un lifestyle business, où tu as un business qui tourne, qui te ramène assez d'argent pour kiffer, et c'est pas dépendant de ton temps. Ce business-là, avant, c'était capé à 25 à peu près. Maintenant, je pense qu'avec l'IA et tout ce qui arrive, ça va être capé à 50, et voire pourquoi pas 100 000, où tu pourrais être tout seul à 100 000 par mois et gérer assez de clients parce que tu as créé une agence d'agents IA à côté. Donc, du coup, tu as, niveau patrimoine financier, vraiment garder cet argent-là pour avoir un matelas. C'est de l'intelligence financière, hein, finalement, c'est rien de plus que ça. Mais aussi pour aller chercher des masterminds, pour aller chercher des choses comme ça, des trucs où tu vas rencontrer des vrais gens et où tu vas pouvoir augmenter ta typologie de clientèle. Déjà, ton trust, être pris en photo avec les bonnes personnes dans les bons endroits, 100%. Et en plus, surtout dans le domaine des agences et même en tech, tu rentres pas chez Apple comme ça. Genre, faut arrêter les freelances qui se disent bah ouais, moi j'aimerais bien bosser avec LVMH et Apple. Ouais, super. Mais genre, c'est pas en faisant de la prospection ni en faisant du contenu. Hein. À moins que tu partes de viral et que tu crées une anomalie. Mais c'est un cas. Enfin, c'est infime quoi. Alors que du coup, quand tu commences à rencontrer des gens, puis des gens, puis des gens, là, tu peux avoir des vraies entreprises très intéressantes où tu peux rentrer et où tu peux, du coup, après une fois que tu es dans l'écosystème de ces entreprises-là, c'est fin du jeu et tu as tout ce que tu veux. Donc cet argent-là, tu peux aussi le mettre pour aller chercher ces personnes-là. Et après, des assets, portfolio, médias. Ce que vous faites là, c'est genre 100% quand tu commences à avoir de la trust, des études de cas, des choses comme ça. Faire venir tes clients, leur demander comment évolue le marché, comment ça avance, faire venir des confrères ou des consoeurs et demander comment ça se passe aussi, et devenir une référence de ton marché. Et tu augmentes comme ça. Tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'en fait, nous, c'est basé sur tout ce socle de connaissances-là. Et ce qu'on a établi, c'est que, on s'est dit, par rapport à l'évolution des formes de travail, évolution des formes de rémunération, donc nous, on a quitté le portage salarial pour arriver au portage entrepreneurial, et on a décidé de mettre à disposition de nos consultants des outils, type plateforme as a service, où à l'intérieur, tu as des SaaS, des agents IA, des frameworks propriétaires,
pour améliorer la productivité et ta compétitivité, ce qui fait qu'en fait, tu n'es plus tout seul, et à toi seul, tu peux devenir une agence si tu le souhaites. On met en place Bien également évidemment. une marketplace où, en fait, on se rend compte que, effectivement, il y a un certain nombre de répétitabilité, je ne sais pas Oui, si on se dit c'est comme ça, ça. voilà, où en fait, sur certains marchés ou certains assets que tu as, ces assets-là sont vendables ou louables à d'autres personnes qui en ont besoin, et donc on crée notre propre économie de marché. Tout ça, c'est des choses que on a analysé, on s'est dit c'était le bon moment pour le mettre en place, et en fait, c'est hyper intéressant de rencontrer des personnes comme toi qui ont cette même réflexion, qui vont vite dans leur business, qui aujourd'hui sont passés par le groupe, parce que j'étais passé par le groupe, moi j'ai une aventure avec une équipe qui a duré 2 3 ans, mais en fait qui a été l'une des expériences les plus intéressantes dans ma vie, parce qu'en fait, tu es confronté à plusieurs business, tu es confronté à plusieurs personnes, typologies de personnes, on parlait de biais cognitifs, de compréhension de l'humain, parce qu'à la finale, qu'est-ce qui reste? C'est l'humain, Ah, sur et tout type de marché. le marché, il va aller là-dessus en plus. Ça reste toujours de l'humain partout. Biais cognitif, psychologie humaine et psychologie de masse, psychologie des foules. Je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Ouais. Ok, genre maintenant, humain par humain, genre c'est ok, enfin, genre c'est maîtrisé à 100% de tout ce qu'on fait. Comment maintenant on fait pour faire sur de la foule et on voit plein de biais cognitifs qui arrivent et surtout avec l'émergence du contenu et de la masse de tout ce qui arrive d'un coup, ben, on devra penser à l'échelle macro comme à l'échelle micro. Les gens pensent, moi j'ai fait l'inverse, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi aussi vite. Je pense à l'échelle micro, pas à l'échelle macro. La Hmm. majorité des gens voient Instagram comme Instagram. Moi, je vois Instagram comme un hook suivi de un 3 points de valeur, suivi d'un CTA, suivi de qu'est-ce qu'il va penser à quel moment. Et mes agents IA, par Mhm. exemple, on parle d'infrastructure IA, bah, j'ai un agent IA pour le hook, j'ai un agent IA pour les 3 points de valeur, j'ai un agent IA Ouais, pour le ouais, CTA. ouais. Et donc, Super smart. maintenant, il faut voir les sous-actions, des sous-actions, des sous-actions. Pareil, dans les gens que j'emploie, c'est des agents qui sont des personnes qui sont ultra bonnes dans une sous-action. Et je vois tout à l'échelle micro. Et du coup, là, on est en train de dézoomer pour avoir aussi l'aspect macro. Mais je pense que, oui, l'humain revient sur, OK, genre, qu'est-ce qu'il veut acheter. En vrai, tout se base sur ça. Qu'est-ce que la personne veut acheter? Des résultats plus rapidement, plus facilement et plus sereinement. C'est tout. Et moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ta vision, parce qu'en fait, quand tu me parles de micro-tâches, au début, moi, j'y ai cru quand j'ai commencé à faire mon premier agent IA. J'ai dit, bon, je vais faire un agent IA généraliste, tu vas faire Ouais, plein de c'est la choses. pire connerie. Ouais, moi aussi. C'était la pire Ouais, connerie. mais j'ai fait ça aussi. Mais je pense qu'il faut passer par là justement pour se dire, qu'est-ce qui a fonctionné. Vaut mieux avoir un agent IA hyper spécifique qui va te faire une tâche dédiée, et après, en fait, l'associer avec d'autres tâches ou Exactement. sous-groupes de tâches. Et là, en fait, ça Et fonctionne avec vraiment. des agents qui gèrent des agents Il y a des et agents qui t'as gèrent une des agents. agence en fait. Franchement, j'ai passé un super, super, super bon moment. Mais de toute façon, à mon avis, il va falloir qu'on le refasse. Et bah, avec grand plaisir. Ouais, ouais, je reviendrai te chercher à Bordeaux. Ou je te ferai monter à Paris. Bah, avec grand plaisir, ça me pose aucun problème. Bon, c'est La vie cool. parisienne me va. Vas-y. En tout cas, merci. Merci pour cet épisode-là du Future of Work à Bordeaux, où on a appris énormément de choses et on a confronté des visions. Et je me retrouve en toi. Et bah Vraiment. ouais, pareil. C'était surtout dans le domaine de l'IT, qui est un domaine pour moi assez différent pendant longtemps. Mhm. Et je suis d'accord que j'étais en train de voir que ça revenait vers chez nous. Tu vois? Et oui, genre là, je suis convaincu aussi que un bon mec dans l'IT, c'est un mec qui a tout cette strat marketing alors qu'avant il n'en avait pas besoin. Ouais, moi, je pense qu'il y a une bonne forme de collaboration. De toute façon, on va mettre en place un truc. Yes. Je sens qu'on va mettre en place un truc.